Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir pour ce nouveau live. Aujourd'hui, on accueille l'équipe dirigeante d'Omedom avec Colline, Chloé et Héloïse qui vont nous présenter la solution Omedom. Ce sera aussi l'occasion pour vous de poser vos questions. Voilà, on va faire une petite session de questions-réponses en fin de présentation. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans l'onglet prévu à cet effet pour qu'on puisse y répondre. Voilà, peut-être Colline, je peux te laisser la parole pour présenter Omedom. Ça marche. Merci Thibaut, ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est un exercice qu'on connaît bien, mais hâte d'avoir vos retours, nous challenger encore. On a du chemin à parcourir ensemble, j'espère. Donc, moi, je suis Colline Cinquin, j'ai 37 ans, je suis maman solo, je suis ici à Albi, je suis albigeoise et je suis donc la fondatrice d'Omedom. Et donc, je vais introduire ce pitch. Pourquoi Omedom? Moi, j'ai toujours été entrepreneur, plutôt dans la restauration et l'hôtellerie, mais pas dans la tech ni l'IMO. C'est juste une idée. C'est une idée qui est devenue une obsession et comme tout projet, ça vient de voilà d'une obsession qui prend finalement jour et nuit et qui se transforme en projet. Cette idée, c'est quoi? C'est qu'en 2019, mes grands-parents décèdent. Et ma mère, qui est fille unique, nouvellement divorcée, hérite des biens de famille, des biens qui ont une valeur émotionnelle où nous avons grandi, nous sommes 3 filles. Et dans un souci de transmission, elle souhaite les conserver. Mais encore faut-il s'en occuper au quotidien et répondre à des questions que tout le monde se pose. Qu'est-ce que j'ai payé hier? Qu'est-ce que je dois payer demain? Où est le tableau d'amortissement? Est-ce que j'ai des travaux à prévoir? Où en sera ma trésorerie d'ici 12 mois pour les taxes d'habitation, taxes foncières? Bref, c'est encore un casse-tête chinois de paperasse avec des interlocuteurs différents, un verbatim qui est compliqué, qui crée du stress, de l'angoisse et de la perte de temps. Et puis des déjeuners de famille le dimanche à rallonge qui finit forcément sur Excel à éplucher les enveloppes. Alors, cette histoire n'est pas un cas isolé et finalement met en lumière 3 problèmes liés à la gestion et à la transmission de ce patrimoine. Il faut savoir que près de 100 000 milliards de dollars seront transférés d'une génération à une autre d'ici 2030 au niveau mondial. Il est estimé 10% de perte d'informations. D'ailleurs, ça se retrouve par le montant qui est en ce moment à la Caisse des dépôts à hauteur de 7 milliards d'euros qui sont liés à des héritages qui sont non réclamés. Si je rentre dans les trois problématiques, le premier, c'est un conflit générationnel. Effectivement, la population mondiale vieillit. Donc, les baby boomers détiennent à plus de 70% le patrimoine immobilier et financier à l'heure actuelle. C'est la dernière génération papier qui est dépendante, mais aussi méfiante des professionnels qui en ont partout et qui s'angoissent de cette transmission. Le deuxième problème, c'est finalement un conflit sociétal. Plus d'un propriétaire sur deux maintenant, 58% des propriétaires, gèrent tout seuls leurs actifs. Ils y passent environ 5 heures par mois et cela coûte environ 1 000 € par an par bien. De plus, nous, nouvelle génération, on est des familles recomposées. On habite dans des pays de résidence qui sont variés. On a des actifs de plus en plus diversifiés, ce qui alourdit et complexifie cette gestion de transmission de patrimoine. Le troisième problème, c'est un conflit technologique. Effectivement, 87% des propriétaires nouvelle génération considèrent le numérique comme un canal crucial de gestion patrimoniale, dont 70% sont inquiets de la sécurité des données, et on le voit au quotidien avec les problèmes de cyber. Bref, il faut comprendre, il faut rassembler et il faut anticiper l'avenir dans un endroit sécurisé. Donc, comment la technologie finalement y répond et qu'est-ce qu'on a mis en place? Omedom, c'est une solution donc disponible directement depuis notre site internet. Donc, c'est une solution en SaaS avec un relais mobile, donc type application sur les stores, à destination de tous les propriétaires. C'est ça qui est différenciant, c'est qu'on s'adresse aux primo-accédants comme aux multi-propriétaires, comme aux multi-investisseurs finalement. C'est une plateforme de gestion patrimoniale et familiale pour centraliser différents types d'actifs, piloter ses finances en temps réel et partager entre tiers de confiance afin de faciliter la gestion du quotidien, mais aussi faciliter les transmissions familiales de manière efficace, sécurisée et surtout
indépendante. Avec Omedom, la mission et ce qui nous anime le matin, c'est de dire qu'on essaye de régler des soucis de génération, on digitalise la chaîne, on restitue de l'information neutre, on acculture la population à la gestion financière patrimoniale, on fluidifie les relations interfamiliales et on essaie de faire gagner du temps, de l'argent et de la sérénité à tous les propriétaires de 27 à 70 ans. Alors, bref, on essaye de transmettre l'histoire plus simplement et ça n'a pas de prix. Si je rentre dans le détail des fonctionnalités, je vous disais, on centralise le patrimoine IMO. En effet, on peut insérer tout ce qui est résidentiel, privé, donc résidence principale, résidence secondaire, mais tout ce qui est aussi lié au locatif, mais aussi le patrimoine financier, remonter des comptes, des soldes de trésorerie, mais aussi les comptes de crédit, les comptes épargne. Également, insertion des sociétés SCI, SRL de famille, et puis tous les documents liés à tout cela. On va agir sur des liaisons bancaires qui permet effectivement d'obtenir une vision claire et factuelle des finances au quotidien. Par exemple, le suivi des dépenses et des revenus, la trésorerie prévisionnelle sur 12 mois glissants, la valeur des biens en temps réel, la valeur estimative des loyers, un DPE, des DPE projetés avec les travaux à prévoir. Et on a rajouté l'estimation effectivement des émissions de gaz à effet de serre. Pour la partie gestion locative, on prend un petit morceau avec les envois de quittances ou les lettres de relance. Le troisième élément pour anticiper l'avenir, c'est pouvoir partager une partie de l'information ou l'entièreté de l'information avec ses enfants, ses parents, son conjoint, ses conjoints et les experts. Ce qu'on a mis en place récemment, c'est aussi un service d'aide au remplissage. Ça peut paraître chronophage. Nous, on essaye avec la technologie de le rendre digeste et plus fluide. Ça sera nos enjeux des prochains mois. Et puis, on a un service SAV en interne. Alors oui, on pourrait se dire, mais ça existe déjà, ça paraît assez évident, mais pas tant que ça. Il y a des solutions de PropTech, il y a des solutions de FinTech. La PropTech, c'est l'univers de la tech et de l'immobilier. La FinTech, l'univers de la finance et de la technologie, qui finalement répondent à des problématiques uniques pour des digitaux natifs, nous, notre génération. D'un côté, il y a Finari qui est une super solution pour des investisseurs chevronnés en recherche d'optimisation avec une vision empirique de leur gestion patrimoniale. Et puis de l'autre côté, il y a Rentila qui est une solution finalement, une des premières qui a essayé de rendre indépendants les propriétaires avec la gestion uniquement sur le locatif. À l'heure actuelle, ils sont un peu en retard sur le SAV et sur l'UX et nous commençons à prendre des parts de marché sur ces deux solutions. Finalement, quand les outils ne suffisent plus, on se tourne encore et toujours vers Excel, le Drive et les échanges de mails. Finalement, Medom comble un trou dans la raquette qui apparaît évident, mais encore faut-il l'expliquer et je vais vous le montrer tout à l'heure avec une solution qui s'adresse à tous sur différents sujets, sur plusieurs générations, donc horizontales et verticales, de manière neutre et factuelle, sans placement financier et sans publicité. En France, 17 millions de propriétaires. Et je vais revenir après, je vais faire une focale plus large. 17 millions de propriétaires, 7 millions de multipropriétaires, 3,5 donc gèrent tout seuls. Et d'ailleurs, les CGP indépendants fleurissent et de plus en plus de ces CGP sont intégrés dans des solutions, en tout cas dans des services bancaires ou assurantiels, on le voit. Hein. Finalement, même constat de cette proportion de propriétaires à l'échelle internationale, avec une communauté de propriétaires beaucoup plus riche et plus importante aux États-Unis et encore plus en Asie, bizarrement. Et ça a été à confirmer lors de notre passage au CES en janvier 2024 à Las Vegas. Mais finalement, concentrons-nous sur la France pour pérenniser une entreprise innovante sur son territoire. Le travail est long, surtout sur un marché en B2C. Le business model qui a fait ses preuves, et ce fut long, 7 jours de gratuité, puis 95 € par an ou 10 € par mois. Les retours utilisateurs à l'heure actuelle sont unanimes en termes de verbatim, c'est la fiabilité, la réactivité, la confiance et la sécurité qui sont devenues finalement nos forces, avec une distribution pour ces propriétaires en direct via les médias, les grands médias, que ce soit régionaux ou nationaux, et puis le référencement. Maintenant, les utilisateurs recherchent Omedom sur Google et plus un outil de gestion patrimoniale. Donc la notoriété, la visibilité a été travaillée et actée.
D'autre part, hein, vous le voyez en dessous, nous utilisons les professionnels, donc assureurs, CGP, comme cadeau de distribution afin qu'ils proposent aux MEDOM à leurs clients en portefeuille avec une rétrocommission pour nouvel abonnement. Nous le savons, utiliser les grandes enseignes nous permet de faciliter l'adoption, et l'usage auprès, du grand public. Il faut être adoubé en quelque sorte. Notre sélection, via la plateforme, Plug and Play en Silicon Valley nous a permis de présenter au MEDOM à BNP International en début de mois. On est en discussion actuellement avec Groupama Doc. Ce qui est nouveau, et qui est parti de l'initiative et de l'expertise de notre investisseur qui vient nouvellement de rentrer, c'est la création aussi d'un réseau d'agences IMO pour proposer aux MEDOM aux clients et proposer dans l'autre sens des services additionnels de transaction et de gestion locative à nos utilisateurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour le moment. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. C'est un peu le nouveau, finalement, le nouveau-né, pour qu'au final, la data, vos data et le chiffre d'affaires restent en interne. Alors, j'ai commencé par une appli. Effectivement, on a eu 2 ans de recherche et développement sur ce produit-là pour tester notre marché, tester le produit, tester le prix, et la manière de procéder en termes de gratuité. Alors, c'est vrai que je voulais une appli parce que je me dis avoir tout son patrimoine dans sa poche, mais non, c'était pas la bonne vision. J'ai manqué d'expertise et de recul, mais on a appris. Aujourd'hui, c'est cette plateforme-là que je vais vous montrer. Nous sommes passés de finalement, avec ce nouveau pricing de 10 € ou 95 € par an, on est passé de 0 de chiffre d'affaires à 5 200 en 3 mois. Actuellement, 0 de churn, enfin de désabonnement, sur les abonnements payants. Aujourd'hui, au MEDOM, ce sont 2 innovations, une d'usage par le groupe Se Loger, une technologique décernée par le Centre de recherche de Toulouse. C'est 1,4 milliard d'actifs sous gestion, 4 000 lots. Mais aussi, nos utilisateurs sont devenus nos investisseurs pour plus de 125 000 €. Et ils vont se rejoindre une holding de 40 Invest à l'heure actuelle. Le point fort, c'est notre data et une proposition de rachat assez tôt dans l'aventure d'Omedom nous a permis de calculer la valorisation qui est actuellement à 2,5 millions. Alors, il faut être prudent en B2C, c'est énergivore financièrement. On peut rêver, mais pas trop. On le sait maintenant dans les différents réseaux et les experts que j'ai pu rencontrer, atteindre 1 % de part de marché, c'est la croix et la bannière. Donc nous, notre objectif, c'est d'être un peu moins en dessous d'1 %, vous le voyez pour 2029, pour atteindre finalement 10 millions de chiffre d'affaires. Notre force, c'est la cybersécurité, c'est la réassurance entre un propriétaire et les professionnels qui les entourent, mais aussi la scalabilité du modèle. On est effectivement une solution techno. Un élément important, c'est comme je vous l'ai dit, c'est la profondeur du marché ici et aujourd'hui et demain, ailleurs. Bien évidemment, on regarde ce qui se passe au niveau européen d'abord. Restons prudents avec des marchés en Espagne, au Portugal et en Grèce. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont un niveau plus élevé un pourcentage moyen de propriétaires qui est au-delà de 75 %, tout simplement. En France, c'est 58. Nous recherchons une levée entre 600 000 et 800 000 €, dont 45 % seront fléchés vers la distribution en B2B2C. Le reste est divisé sur le pôle techno, sur le pôle technologie pour le maintien de la solution, la cybersécurité et les innovations liées, tout en maîtrisant notre CAC, et puis effectivement le reste en B2C direct, marketing et référencement, j'en ai un peu parlé. Sur cette enveloppe, on a sécurisé 130 000 avec des BA. Donc, bien sûr, la levée est en cours avec WeSeed pour un montant entre 200 000 et 500 000 d'ici fin avril. Au niveau de la répartition capitalistique, Chloé et Lo ne sont pas des amies. Ça le devient, bien sûr, par la force des choses. Elles ont rejoint le projet pour leur expertise et pour leur appétence à cette idée. Donc, nous sommes 3 femmes cadres opérationnelles à détenir 70 % du capital, avec 3 profils complémentaires, donc issus, moi, de l'entrepreneuriat. Héloïse sur la gestion de projet au sein d'Airbus et Chloé sur son expertise en finance et levée de fonds. Aujourd'hui, le besoin, il est clair, il est identifié. Le produit est stable. Aujourd'hui, c'est la distribution via les pros. Aujourd'hui, c'est la data qui est à préserver. Demain, c'est l'alliance de la tech
de l'humain et de l'expertise avec des services additionnels pour nos utilisateurs. Demain, c'est le machine learning, on en parle beaucoup, il faut être vigilant avec ça. Pourquoi nous, le machine learning? C'est une question d'ergonomie et d'usage qui seront fléchés vers de l'autocomplétion et de la lecture automatique de documents et de la détection d'erreurs. Donc, ça sera notre utilisation de l'intelligence artificielle sur ce produit-là. Ce qu'il faut retenir d'Omedom, c'est un projet d'envergure qui a commencé par la technologie. Nous avons pivoté, nous sommes remis en question plusieurs fois pour arriver à ce jour sur un marché B2C qui vaut finalement de l'or et que nous protégerons coûte que coûte. Le besoin est identifié, le marché est conséquent, les axes de croissance sont nombreux, effectivement, puisqu'on touche de l'expertise au niveau des experts comptables, mais aussi des notaires, les agents CIMO, j'en ai un peu parlé, voilà pourquoi on se l'approprie, mais pas que les CGP en première ligne. Il faut maintenant voilà, les meilleurs, pas laisser rentrer n'importe qui, on fait attention. Encore une fois, c'est une question de data et d'éthique. On a besoin des meilleurs pour ancrer Omedom sur son territoire et développer un nouvel écosystème de gestion patrimoniale qui est parti d'une start-up en Albigeois. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez, je vous montre à quoi ça ressemble en espérant que le partage continue de fonctionner. Merci Colline déjà pour la présentation. Avec plaisir. C'était très clair. On voit que tu as l'habitude de faire ça. Mais on va pouvoir passer sur la démonstration. Je pense que ce sera d'autant plus parlant. Ah ben parfait, on voit très bien. C'est OK pour vous? Ouais, parce que Ouais, du coup, je ne vous vois ouais. pas. OK, bon, ça marche. Donc, si je reviens au pitch initial, c'était avoir de manière très factuelle les informations clés. À la date d'aujourd'hui, la solution répond en temps réel à qu'est-ce que j'ai payé hier sur quel bien ou quelle société et quoi et pour quel montant. Qu'est-ce qui est passé sur les comptes ou pas, validé ou invalidé. Je peux glisser au niveau de l'historique. Donc là, aujourd'hui, on est le 27 forcément, donc j'ai plus de mouvements antérieurs. Et qu'est-ce que je dois payer demain, sur quel bien et quoi? Sur ce tableau de bord également, un état des revenus sur le mois en cours avec, encore une fois, je veux simplifier le langage. Qu'est-ce qui a été déjà perçu? Qu'est-ce qui reste à percevoir? Là, on parle des loyers, mais aussi des subventions ou des aides, etc. Au niveau des dépenses, même volonté de simplifier. Qu'est-ce qui a été déjà payé sur le mois en cours et le reste à payer? Un raccourci vers les SCI, sociétés immobiliers résidentiels ou locatifs, une jauge sur les loyers perçus à date, les derniers documents insérés dans la solution, et puis 2 tableaux de synthèse qui vont s'améliorer sur les comptes de crédit, qu'est-ce qui a été remboursé à date et le total restant dû à date. Les épargnes, pareil, le total déposé, total retiré, taux d'intérêt moyen. Maintenant, quand je rentre dans le détail, onglet immobilier, un tableau de synthèse sur l'ensemble de mes biens. Ici, par exemple, j'ai une SCI qui comprend un immeuble, qui comprend lui-même de l'eau. Sur ce tableau de bord, je retrouve mes locations, mais surtout une ventilation des dépenses sur l'ensemble de mes biens. Ici, ils sont tous cochés par défaut, mais je vais pouvoir en sélectionner plusieurs. Ça va se mettre à jour automatiquement sur les dépenses, les revenus, mais aussi ce tableau de trésorerie, enfin ce prévisionnel de trésorerie que vous avez ici en bleu en pointillé, qui permet à un utilisateur d'anticiper en fin d'année ce qui va sortir et des mouvements bancaires internes. On retrouve un solde indicatif à date, total des charges à date, total des revenus à date, cumul des années précédentes, solde prévisionnel année en cours et le cumul prévisionnel. Là où je voulais aller un peu plus loin, c'était dans cette ventilation. Par exemple, si je prends électricité, je voulais une ventilation à l'envers, c'est-à-dire sur le pôle électricité, qu'est-ce que j'ai payé sur les différents actifs. Et on retrouvera la même chose sur les revenus. Maintenant, quand je sélectionne un bien en particulier, effectivement, l'utilisateur devra rentrer un certain nombre de champs. Tout n'est pas obligatoire et c'est pour ça que j'ai besoin de vous montrer pourquoi on va aller vers le machine learning. C'est pour pouvoir insérer des informations beaucoup plus simplement avec la lecture automatique de documents. Mais en tout cas, d'ores et déjà, on demande à l'utilisateur d'indiquer des données financières qui sont liées à ce bien-là, donc prix d'acquisition, valeur vénale, frais de notaire. Encore une fois, tout n'est pas obligatoire, ça vient au fil de l'eau. L'usage du bien, le mode de détention, des données physiques, pièces, surface, terrain, nombre d'étages,
le DPE s'il y en a eu un d'effectué, si c'est un bien en location, les informations sur la location et puis tout ce qui est commodité, parc, chauffage, etc. Pourquoi on a besoin de ces informations? Parce qu'à votre droite, vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, la valeur estimée de ce bien-là sur sa zone géographique en temps réel et pardon, excusez-moi, et la valeur locative estimée avec, encore une fois, ce ne sont que des estimations pour qu'un propriétaire ait une idée de ce qu'il a. Parce que ces informations rentrent directement dans ce calcul-là, valeur indicative du patrimoine à date. Si je vais un peu plus loin, j'ai l'onglet visualiser. Quand je suis sur énergie, j'ai le DPE que nous, on estime, s'il n'y en a pas eu un avant, le GES et ensuite les scénarios de rénovation pour remonter dans les lettres et faciliter l'accès à la location. Donc, pour un budget de temps, quel est l'impact sur le prix du bien et sa rentabilité? On fait des calculs de rentabilité brute pour votre information. Tous les documents liés à ce bien sont ici. Loyer, s'il a été rentré. Ici, je vais pouvoir envoyer une quittance qui va s'envoyer directement par mail à mon locataire et qui va se ranger ici, pareil, de manière automatique. Les informations sur le locataire. Pareil, sur ce bien en question, je reviens sur ma ventilation de dépenses et mon prévisionnel de trésorerie. Je vais pouvoir, comme je vous disais tout à l'heure, anticiper, et c'est ce qu'a fait ma mère, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs biens. Attention, on ne parle pas de château en Espagne et d'appart sur les Champs-Élysées, hein. On est dans le Tarn et pour autant, c'est important d'avoir ces informations. Donc, elle a 3 biens et donc elle a partagé ce bien, avec moi, et on signe les papiers, dans un mois. Elle a partagé un autre bien à ma sœur et un autre pour mon autre sœur. Ça veut dire qu'en amont, s'il lui arrive quelque chose, en amont, j'ai les informations primordiales. Sur l'onglet finances, je vais aller directement ici puisqu'avant c'est comment comment on plug les banques, à notre solution avec tout un parcours très sécurisé qui explique le process. Je vais retrouver des cartes qui sont en fait, de manière visuelle, c'est ce qu'on propose à nos utilisateurs. On fait remonter les comptes de crédit, crédit conso, les prêts, et cetera. On les affiche comme cela, c'est-à-dire quel est le montant remboursé sur ce crédit, le capital restant dû et le prochain prélèvement avec la date. Je peux aller plus loin sur cette fiche en indiquant la garantie, l'assurance et les documents liés à ce crédit. Je retrouve mon tableau de synthèse que vous aviez vu dans l'accueil. Ça sera le même principe pour l'épargne. Que ça soit du livret A, du PEA, assurance vie, PEL, compte titre, ça va se retrouver listé de cette manière avec la date d'ouverture, montant déposé, retiré, prochain dépôt et cet onglet de synthèse. Un onglet où on retrouve tous les documents de la solution qu'on va pouvoir filtrer soit par bien, soit par nature ou soit par date. Ici, un onglet de partage qui facilite finalement. Ici, vous avez les SCI, l'immobilier et je vais partager entre tiers de confiance assez facilement avec une adresse mail. Ce bien-là, avec un mode de lecture, il était important pour nous de protéger la data, hein, pour nos utilisateurs. Donc, on peut sélectionner un mode de lecture. L'utilisateur qui va recevoir l'information aura la possibilité soit de modifier ou de ne pas modifier ce qui a été inséré au préalable. Ici, on a mis en lumière, c'est encore un test pour tout vous dire, on a mis en lumière des professionnels qu'on rend visibles de notre base de données. Ce sont des professionnels à qui on a demandé un certain nombre d'informations pour pouvoir valider l'éthique et puis le conseil qu'ils allaient prodiguer à nos utilisateurs. On leur permet de se mettre finalement, d'accéder à une communauté d'utilisateurs. De l'autre côté, un utilisateur va pouvoir recommander un pro que nous on va valider et qui aura signé une charte éthique. Ce modèle-là répondait à un besoin de digitaliser la chaîne. On se passe tous les bons contacts au resto, au café ou justement lors de ces repas de famille pour un CGP, un archi, un plombier. Et c'était comment nous, la technologie, pouvait y répondre. Il n'y a pas de business model pour le moment sur cette fonctionnalité-là, mais il y aurait de quoi faire. C'est des discussions à rallonge. On a bien évidemment en B2C, il est important de pouvoir se faire connaître via la techno. Donc, on a mis en place un système de parrainage. Vous invitez vos proches. Vos proches s'inscrivent sur la solution. Vous recevez 10 € et puis vous faites bénéficier 10 € en bon d'achat
votre proche, et vous pouvez récupérer cette cagnotte sous forme de bon d'achat et vous pouvez les cumuler. Ici, après, un onglet pour retrouver votre compte avec les vidéos qui expliquent comment la solution fonctionne et puis notre service SAV où on va recevoir directement vos demandes. Ici, un onglet pour avoir ces vidéos de manière plus rapide. Voilà à quoi ça ressemble. Je suis à votre disposition pour aller un peu plus loin sur la plateforme si vous le souhaitez. Pour que ça soit digeste, encore une fois, notre travail est de faciliter l'adoption, l'usage. On sait qu'à l'heure actuelle, une personne qui va y passer, voilà, qui va rentrer ses informations, il le fait de manière fragmentée. Nous, on l'accompagne de différentes manières, soit par notre SAV, soit par une visio avec l'une d'entre nous, puisque avec Chloé ou Héloïse. Et puis après, interne à la solution, on va pouvoir l'accompagner de manière un peu plus ludique, voilà, pour atteindre le prochain palier, implémenter une charge, un revenu, etc. Donc c'est une manière ludique de compléter la solution. Voilà, je reviens vers vous, Parfait. sinon je ne vous vois pas. Merci Colline pour la démonstration. Effectivement, on va le laisser ouvert à côté au cas où il y aurait des questions par rapport à ça. Je le Et garde. je trouve ça bien de pouvoir voir aussi en action directement comment ça fonctionne. On va pouvoir passer aux questions-réponses. On en a déjà eu une première de Julien, donc je me permets de la transmettre. Julien qui nous dit: «Bonjour et bravo pour votre solution, c'est clair et précis. Est-ce que vous avez une solution famille avec un abonnement pour une famille entière?» Peut-être revenir au Oui, pricing. j'ai zappé la slide. Enfin non, j'ai pas zappé la slide. Je suis pas allée jusqu'au bout de ma ligne. Effectivement, il y a des demandes. Il y a Je des vais la demandes. mettre. Oui, merci. Il y a des demandes où effectivement un utilisateur va prendre plusieurs comptes pour sa famille. Donc merci pour la question. Un peu à la Spotify ou à la Netflix, un utilisateur va prendre pour un abonnement de 45 € par mois 4 autres abonnements au sein d'une même famille, mais qu'on soit tout à fait clair. Chaque utilisateur a sa propre solution et le gère comme il le souhaite. C'est pas parce que c'est un abonnement famille que tout est open bar sur la data et les informations données. C'est l'utilisateur qui à chaque fois choisit comment il va partager au sein de sa famille. Parfait, merci. On a une autre question de Fabien. C'est quelle est la cible au niveau des particuliers en termes de montant de patrimoine, par exemple? Et même peut-être si on peut compléter en termes de nombre de biens aussi peut-être. Est-ce qu'avec un bien, vos utilisateurs viennent vous voir et utilisent la solution? Enfin voilà, c'est question. Alors en termes de chiffres, oui, merci pour la question. Il faut comprendre qu'un propriétaire qui va avoir 10 biens et plus a un expert comptable, un CGP et ne veut surtout pas s'en occuper. Donc c'est pas notre cible principale. Finalement, la cible principale, c'est monsieur, madame, tout le monde qui a sa résidence principale, qui s'interroge sur du locatif et qui commence à se prendre la charge de ses parents et qui commence à mettre les mains dedans et c'est un peu insoutenable. Donc finalement, le patrimoine moyen, le nombre de biens, pour répondre à votre question, c'est 2 biens et demi sont rentrés dans la solution par utilisateur. Voilà pourquoi on a 4000 lots à l'heure actuelle. Et effectivement, un primo-accédant, on pourrait se dire, il n'en a pas besoin. Mais quand on achète sa résidence principale, on a un compte de crédit lié, on a des documents et on veut surtout que, en tout cas, que son conjoint ou sa conjointe puisse suivre en temps réel ce qui se passe et finalement faciliter l'accès à l'information sans à chaque fois pouvoir demander. Chacun a son accès et peut suivre ce qui a été remboursé, total restant dû, et puis avoir l'accès à ce fameux tableau d'amortissement où chacun cherche 10 ans où est-ce qu'il est, et généralement il faut payer pour l'avoir d'ailleurs. Voilà. Est-ce que peut-être Hello ou Chloé, si vous voulez compléter? Oui, j'allais un peu répondre de la même façon. À partir de un bien, ça commence à être pertinent parce qu'effectivement, il y a de l'information, il y a des charges, il y a des revenus, qu'on vient rajouter tout ce qui est épargne, et ça, pour le coup, on n'a pas besoin d'avoir 25 biens pour avoir de l'épargne. Et c'est vrai que dans nos utilisateurs, il y a ceux qui l'utilisent pour vraiment une notion de gestion parce qu'ils ont du locatif, parce que voilà, ils ont besoin de suivre tout ça. Mais il y a aussi quand même une partie d'utilisateurs, je dirais à peu près 30%, qui l'utilisent pour une décharge mentale, entre guillemets. Donc, et du coup, essayer
essayer de simplifier et de rendre accessibles toutes les données à toutes les parties prenantes. Et encore une fois, voilà, on touche aussi les particuliers qui ont plus de 70 ans, parce qu'on en a quelques-uns aussi, qui s'interrogent sur la transmission. Donc là, c'est vraiment l'usage de je rassemble pour pouvoir commencer à transmettre. Et là, peu importe le nombre de biens, la question se pose toujours. Effectivement, parce qu'il faut être très clair. Il y a 3 besoins. Je l'ai dit dans le storytelling, mais je préfère le redire. Il y a une volonté de rassembler, donc la techno centralise. Il y a un besoin de comprendre, la techno répond par le pilotage, et il y a un besoin d'anticiper l'avenir avec le partage d'informations entre tiers. Ce sont nos 3 verticales techno qui sont liées à 3 usages différents, mais qui finalement, on vient à l'un à l'autre assez nativement, de manière intuitive. Parfait, merci pour ces réponses. Une autre question, et peut-être, je pense que tu l'avais évoqué tout à l'heure, Colline, mais peut-être tu vas pouvoir préciser, c'est est-ce que la personne peut ajouter un Airbnb et une société dans son bien? Il entend par là un immeuble avec un locatif saisonnier, un commerce et du locatif annuel, par exemple. Donc, je pense que tu l'as présenté tout à l'heure, mais tu peux peut-être développer. Chloé ou Hello? Ouais, si tu peux remettre juste la solution. Ouais. De toute façon, la gestion locative, elle peut être Sur la société, ouais. Toutes les façons qu'on veut. Sur l'immeuble. Dans un bien locatif, il peut y avoir effectivement un lot qui est dédié à une société, un lot qui est dédié à un particulier sur du long terme, un lot qui est dédié à du très court terme, et donc façon Airbnb. Dans la mesure où, si tu peux aller sur l'appart à la mer, s'il te plaît. Dans la mesure où, en fait, on va rentrer dans les informations du bail, le locataire, le montant du loyer, la durée du bail, on ne limite pas la durée du bail, on ne limite pas le type de bail. On a essayé de couvrir le maximum de possibilités pour les utilisateurs, donc c'est tout à fait possible d'avoir plusieurs modes de location. Parfait, je pense que ça répond bien à la question. Moi, j'avais une question aussi, c'était sur la partie développement technique, sur la roadmap des prochaines fonctionnalités que vous voulez développer. Quelles sont pour vous, et de ce qui est ressorti de vos interviews avec vos clients, les prochaines fonctionnalités que vous avez en priorité à développer? Ce qui va rester constant, et je vais laisser après Hello étayer mon propos, ce qui est absolument primordial, ça sera à chaque fois d'être ergonomique. On sait maintenant que la plateforme fonctionne hyper bien, il n'y a pas de sujet. Maintenant, c'est que l'appli puisse suivre cette ergonomie. On est un peu en retard. Plus on ira dans la complexité, plus l'application aura un effort à faire du UX, donc d'expérience client, de design, parce que les choses vont très vite, et d'ergonomie et d'usage. Là, on est rentré dans une nouvelle phase où effectivement, il va falloir se pencher sur l'appli, quitte à faire une refonte totale à un moment donné, pour que finalement l'appli suive une ergonomie comme le desktop, enfin comme l'ordinateur, pardon. Et ça, c'est ça sera continuel. Disons que voilà, ça c'est notre. Il y aura une amélioration presque au quotidien de ce sujet-là. Après, Hello, si tu veux dire les prochaines étapes côté tech. Oui, moi je te rejoins complètement sur toute la partie ergo. Donc ça, c'est aujourd'hui, maintenant que l'application au niveau technologique a été stabilisée, on est très vigilant auprès de nos utilisateurs, donc des retours très rapides pour répondre à leurs besoins, mais aussi à des bugs qui peuvent arriver. Aujourd'hui, la stabilité est là, la confiance de nos utilisateurs est là, et donc on doit évoluer sur cet aspect ergo, comme disait Colline, pour continuer à faciliter le parcours d'usage de la solution, qu'elle soit sur l'application mobile, tablette ou sur ordinateur, parce que ce sont 2 designs, 2 environnements différents qui synchronisent bien sûr l'un avec l'autre, et donc on est très vigilant là-dessus. Après, les prochaines étapes vont être également sur toute la partie
auto-remplissage automatique et ce qu'a déjà commencé à aborder Colline avec le machine learning. Donc ça, ce sont de très grandes étapes pour nous sur fin 2025, début 2026. Et durant cette année 2025, c'est encore une fois parfaire le parcours, faciliter l'usage et compléter avec bien sûr de nouvelles fonctionnalités qui arriveront sur toute la partie finance principalement, en permettant aussi de remonter des crédits épargne investissement qui seraient hors des banques, parce qu'aujourd'hui ce qu'on remonte c'est ce qui provient de nos banques et on va faire évoluer tout ça aussi. Ok, parfait. Donc l'idée derrière ce développement, enfin, cette visée que vous avez pour ces fonctionnalités en machine learning, c'est de simplifier encore plus finalement le travail de l'utilisateur qui aujourd'hui doit mettre ses données, enfin certaines données en tout cas, il doit les rentrer lui, donc vous le guidez pour le faire. Et demain, en fait, il aura presque plus à le faire, ce sera presque auto-rempli par vos algorithmes, c'est ça? Oui, Oui, c'est dans un l'objectif monde parfait. Vas-y. oui, c'est l'objectif, c'est aujourd'hui on centralise les documents, demain on les centralisera, on les lira et on injectera les données directement dans la solution. Donc gros gain de temps pour l'utilisateur sur l'auto-complétion, remplissage des informations et du pilotage. Parfait, merci. Alors, on a deux questions intéressantes qui sont arrivées, donc on va les prendre dans l'ordre. Question de Nicolas qui demande quelle est la stratégie pour passer de 4 à 200 000 utilisateurs. Voilà, quelle est finalement votre stratégie go-to-market? On a pu voir dans la présentation qu'il y avait à la fois une stratégie directement auprès des particuliers, une stratégie aussi de distribution via des professionnels. Oui. Voilà. Effectivement, en fait, ça fait 4 ans qu'on est là, donc 2 ans de R&D, ça nous a permis effectivement de tester plein de choses. On est en B2C, donc il faut être extrêmement méticuleux et vigilant. Il ne suffit pas d'arroser comme ça à coups d'ads, ça ne marche pas. On a tenté, on a testé. C'est un produit qui suscite de l'intérêt, certes, mais pour passer en payant, c'est tout un processus. Donc, on a testé les ads, on a testé le référencement des AdWords, on a testé les médias. On sait ce qui fonctionne maintenant. Le but, c'est de mettre les fonds, tout en maîtrisant notre CAC, sur ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne à l'heure actuelle? C'est la visibilité par les grands médias. C'est vrai qu'on l'a vu, on a des pics de téléchargement. Voilà, il faut de la crédibilité auprès de grands noms. Donc, ma présence sur BFM Business fait qu'à chaque fois, en fait, on est adoubé en fait par une grande entité qui est reconnue. Donc ça, on va continuer la médiatisation par BFM, mon intervention en septembre prochain, et une campagne de publicité via leur réseau, mais aussi une campagne de médias régionale. Il faut que ça soit en sandwich, il faut que ça se superpose, donc avec le groupe La Dépêche où on est en discussion. Donc ça, c'est pour la visibilité et la notoriété. Maintenant, ce que je vous disais, c'est qu'on va mettre les moyens sur le référencement. Maintenant qu'on nous cherche directement avec le nom, on va aller chercher du SEA, donc du référencement payant, sur notre mot-clé, sur Omedom, et que ça puisse faire des liens un peu partout et acheter des AdWords avec Omedom. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième, c'est aller chercher des partenariats avec des grands nombres, là aussi dans une souci de finalement de pas trop laisser de plumes dans la commercialisation pure et dure en B2C direct, mais passer par des grandes enseignes pour pouvoir déployer et distribuer Omedom à des clients en portefeuille. Là, il faut être méticuleux aussi. On choisit pas n'importe quelle enseigne. Il faut que ça soit des propriétaires qui ont une appétence pour la transmission ou le pilotage financier ou l'acculturation à la gestion patrimoniale de manière générale. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on a rendez-vous avec le siège de Groupama la semaine prochaine. BNP est intéressé, mais il y a aussi AXA, Orange, AG2R, avec qui on est en pourparlers depuis bien longtemps. Mais il faut faire attention où on met les pieds. Parce que voilà, il y a de la data derrière et que tant qu'on est là, on la protège. Et le quatrième axe, il en manque un, bien sûr. Le quatrième axe. Si tu veux, je peux compléter. Je peux compléter. C'était les influences, ouais. Voilà. Là aussi, pour être acté par monsieur, madame, tout le monde, justement, et
on est en train de réfléchir, c'est pour ça que je cherche mes mots et que je suis vigilante, parce que l'influence, c'est un joli mot qui veut tout et rien dire. Encore une fois, il faut sélectionner les personnes qui ont une notoriété sur la toile, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube. C'est utiliser des canaux de gens qui sont influents dans la gestion patrimoniale ou dans la gestion immobilière, financière et d'investissement immobilier pour pouvoir proposer aux médiums avec des offres commerciales à leurs clients en portefeuille. Donc, c'est les médias, les partenariats, le référencement et l'influence. Si je peux juste rajouter une petite dernière chose, c'est notre travail actuel, parce qu'on parle beaucoup de transmission et c'est un gros sujet. Notre travail actuel aussi pour commencer à discuter avec les notaires, parce que par ce biais-là, effectivement, c'est une cible B2B qui a besoin d'outils de digitalisation et qui sont proches justement de la gestion patrimoniale au sens transmission en tout cas. Donc voilà, c'est aller chercher ces professionnels-là. Ça Donc sera vraiment oui. Et pour Voilà. compléter ton propos aussi, Chloé, vas-y, finis, pardon. Non, mais vas-y, c'est complète si tu veux. Non, c'est par rapport à des notaires, par exemple, ou autres experts. Comme dit souvent Colline, Omedom n'est pas un outil qui va dire à ses utilisateurs quoi faire de son argent, quel placement est nécessaire, ou apporter une expertise, un conseil, en tout cas pas à ce jour. Donc c'est pour ça que ça vient compléter, c'est un outil qui est vraiment utile et complète derrière l'expertise, par exemple d'un notaire ou autre expert. Ça s'affole un peu effectivement autour des notaires, c'est très intéressant ce sujet-là parce qu'on les a travaillés de près. C'est pas évident, c'est une cible effectivement, c'est celle qui aurait le plus d'appétence à utiliser notre solution pour leurs clients. Sauf que bien sûr, ça se fait pas comme ça, je vous apprends rien. On va aller chercher le label de la Chambre des notaires. C'est un dossier qui est compliqué, qui est long, pour que ça puisse être validé en haut et après diffusé au sein des études. Et ensuite, une fois que ça sera fait, il y a deux styles de notaires, deux profils de notaires. Il y a les anciennes générations, et je porte aucun jugement, les anciennes générations qui ont leur portefeuille client et qui sont les notaires de famille, qui n'ont pas besoin, en tout cas ils ont des CRM et ça leur suffit, ils ne vont pas sur la techno. Par contre, ce qui est très intéressant, et ce qu'on a vu au congrès des notaires il y a 1 an et demi, c'est la nouvelle génération de notaires qui arrivent sur le marché, qui doivent se constituer des clients en portefeuille pour valoriser leurs études. Et donc, l'appétence à l'innovation, encore une fois, c'est une question de génération et d'usage. Ils sont en alerte des nouvelles solutions digitales liées à leur métier. Donc, s'ils arrivent à faire adopter leurs clients à cette solution, ils gagnent du temps, ils peuvent multiplier les contacts. Et en plus, ils sont dans l'air du temps d'une offre digitale innovante, etc. D'ailleurs, le congrès de cette année porte sur le sujet de la famille. Donc, on est en train de réfléchir si on y va aussi pour exposer. Pareil, chez Groupama, leur convention est portée sur la transmission. Donc, c'est quand je vous disais qu'en préambule, qu'on est en ce moment en train de se poser la question, mais ce transfert de richesse entre deux générations, on le voit, mais il est tous, on l'exécute de manière différente, bien sûr, selon son secteur d'activité, mais en tout cas, c'est le sujet chaud du moment. Parfait, merci. Oui, effectivement, c'est 2030, hein, c'est un peu l'horizon que tout le monde s'est fixé pour ce gros transfert de richesse générationnelle et effectivement qui est d'actualité en ce moment. Juste pour compléter la question qui avait été posée, est-ce que vous avez une idée aujourd'hui, parce que donc il y a compris, il y a des stratégies bien différentes. Est-ce que vous avez une idée du coût d'acquisition client que vous avez aujourd'hui? Parce que bon, il y a des méthodes qui sont plus ou moins faciles à mesurer quand on passe sur les médias, même si effectivement ça fait des pics d'audience. C'est peut-être plus compliqué à mesurer, mais voilà, est-ce que vous avez une idée aujourd'hui? Oui, le coût pour moyenne cette année, ça sera de 77 € le CAC moyen. Le but, c'est de descendre à 22 l'année prochaine. Ok, sachant que vous avez, tu l'as présenté tout à l'heure, mais quand même des taux de rétention qui en tout cas aujourd'hui sont quand même très importants, hein, pour un logiciel. Et on Oui. comprend pourquoi, puisque une fois qu'on a toutes nos données de tous nos biens sur un logiciel, le coût de passer à un autre ou d'enlever est important, quoi. Oui, juste pour ajouter un tout petit élément, généralement, un particulier qui utilise une solution de gestion locative, la rétention est entre 3 et 10 ans, selon les cas.
Donc effectivement, là, nous, on est on estime en tout cas sur ce niveau de rétention minimum pour, les clients. Je précise aussi quand même que dans nos prévisions de chiffre d'affaires, on a quand même, même si on a donc une rétention très très forte, on a budgétisé une rétention beaucoup plus faible, de l'ordre de 70-75%. Ok, très, très bien, merci. Alors, on a 2 questions de Pierrick. On va les faire dans l'ordre. Bon, voilà, il a apprécié la démonstration et voilà, visiblement la solution lui parle parce qu'il met ses parents justement dans les papiers en ce moment. Donc la première question, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est pour l'agrégation un peu étendue. Aujourd'hui, vous faites de l'agrégation bancaire. Mais quid des plateformes de crowdfunding comme WeSeed par exemple, ou d'autres investissements, par exemple crypto, etc. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez des fonctionnalités pour ça aujourd'hui, ou est-ce que c'est prévu comme on l'a vu tout à l'heure? Alors, comme disait Loïs tout à l'heure, effectivement, on a prévu d'avancer un peu plus sur tous les aspects financiers. Il faut savoir que les plateformes de crowdfunding, aller chercher les données, c'est pas simple parce qu'il y en a quand même un certain nombre et que ça reste des données sensibles. Il faut trouver un moyen de récupérer les données de façon sécurisée. Pour l'instant, c'est pas standardisé. Tu me corriges si je me trompe, Thibaut. Mais a Non, priori, tu as raison. Tu as raison. aujourd'hui, c'est pas standardisé, donc on est en train de réfléchir à des possibilités, nous, pour aller chercher un maximum d'infos, donc voir effectivement avec ces plateformes-là. Pour tout ce qui est crypto, c'est encore un autre sujet, puisque si vous êtes utilisateur de crypto, vous savez qu'il y a quand même un niveau de sécurité qui est encore au-delà. Même, enfin, en tout cas, différent du secteur bancaire. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est des entrées manuelles. Donc, l'utilisateur a quand même toujours la possibilité de rentrer manuellement des informations dans le volet finance. Il peut aller chercher son investissement. Il peut se dire voilà, moi, je classe mes informations, je classe mes documents liés manuellement. Mais plus tard, effectivement, ça sera des étapes sur lesquelles on travaille en tout cas. Oui, je vous remercie pour les entrées manuelles parce que c'est exactement ça. C'est en attendant la suite, on a permis quand même cette étape pour ne pas bloquer nos utilisateurs qui n'arriveraient pas à remonter en effet tous les placements crédit ou épargne. Donc il y a cette step intermédiaire où on permet aujourd'hui de créer des cartes manuelles. Pardon. Dans les développements, j'en ai pas parlé, mais parce que on traite un sujet après l'autre. Mais là, on parle d'immobilier, on parle du patrimoine financier. Je garde en tête si on y arrive et si, encore une fois, les utilisateurs ont une appétence sur ces sujets-là, c'est pas que moi, encore une fois, qui suis toute seule, ce serait d'inclure le patrimoine mobilier, donc l'insertion d'œuvres d'art, voitures, montres, autos et les certificats liés, bien sûr. Et effectivement, avec l'histoire du machine learning, on serait capable en tout cas, de faire des estimes dans une optique de transmission et qu'est-ce que j'ai à date. Et le dernier, c'est le patrimoine numérique. Effectivement, on a tous une vie sur le numérique, c'est comment le centraliser de manière simple pour qu'encore une fois, l'objectif, c'est éviter le trou dans la raquette le jour J. Mais ça, voilà, ça prend du temps et en même temps pas. Voilà, nous, 2 ans, c'est déjà beaucoup, beaucoup trop loin. Donc, on fera des audits marketing de nos utilisateurs pour savoir, pour prioriser. Voilà, on est une petite équipe, donc il faut à chaque fois prioriser et tester. Et nos utilisateurs sont très actifs et nous aident réellement à prioriser. Donc ça, c'est important, on est très proche. Parfait, merci pour ces réponses. Mais effectivement, je pense que les entrées manuelles, c'est déjà un bon moyen de laisser de la liberté aux utilisateurs sans forcément que les fonctionnalités soient encore là. Pour le deuxième volet de la question de Pierrick, c'était, et c'est une question qui est importante puisque finalement, c'est une question qui va intéresser tous les investisseurs qui nous écoutent et qui regarderont ce live en replay. C'est que l'origine finalement de la création de Medom, elle est assez émotionnelle puisque ça part de ton histoire personnelle, Colline. Est-ce que vous prévoyez une sortie quand même
Et je compléterai la question du coup de Pierrick par comment vous envisagez cette sortie et à quel horizon, si vous avez en tout cas, on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la vie d'une entreprise, mais en tout cas, est-ce que vous avez des scénarios de sortie envisagés? Oui, tu peux répondre. Si ça te Parce donne. qu'il y a ma sortie à moi. Non, mais Ce que je pense, pardon, pas la mienne, mais je veux dire intellectuellement pour la société, ce que je souhaite pour nous et la réalité du terrain. Donc, on va commencer par la réalité du terrain. Moi, je vais aller commencer plutôt par ce qu'on veut, Ouais. et puis ensuite, on se dit qu'on s'adapte. Mais nous, l'objectif, c'est d'amener au MEDOM à son plein potentiel, justement parce qu'il y a ce côté aussi émotionnel. Donc, c'est arriver au bout des fonctionnalités qu'on a envie de développer. C'est faire de cette entreprise déjà une PME ancrée dans notre territoire, ce qui serait déjà pas mal au-delà de l'effet licorne et compagnie. Mais nous, l'objectif, c'est voilà, dans un premier temps, rentabilité et d'arriver à porter cette entreprise pour en faire la référence pour les propriétaires. Donc l'horizon de sortie, nous on a un plan sur 10 ans, donc on n'est pas encore sorti. Après, on est tout à fait lucide sur le marché, sur la réalité de ce qui est l'activité de start-up, sur les partenariats qu'on est en train de négocier. Voilà, il faut rester vigilant et à l'écoute des opportunités aussi pour nous. Donc voilà, ça se discutera. En tout cas, s'il y a une sortie avant cette prévision-là, ce sera parce que les orientations ou la gestion de la donnée seront plus dans les valeurs qu'on porte dès le départ avec les partenaires et que voilà, on pourra plus continuer à travailler comme on travaille aujourd'hui avec nos valeurs. Pour faire simple, c'est soit on est racheté et effectivement la data sera valorisée, mais dans ces cas-là, je ne suis plus, je sors parce que c'est loin de mes valeurs. Soit c'est racheter des solutions complémentaires et faire de la croissance externe avec des briques qu'on n'aurait pas justement sur l'histoire de transmission. C'est un sujet en soi, justement, le coût de la transmission. Voilà, il y a des solutions qui font ça très bien, les lectures de testament, enfin voilà, on pourrait y aller, mais on ne sait pas faire. Donc, on verra si aussi on prend des briques et encore une fois, ça sera priorisé en fonction de l'usage. On parle des valeurs. Une des valeurs d'Omedom, c'est l'indépendance. Donc, en effet, dès lors où notre indépendance va être heurtée, c'est peut-être là qu'il y aura la sortie. L'indépendance dans le sens autonomie, pas dans le sens liberté, hein, dans le sens autonomie d'exécution et autonomie de notre entreprise. Parfait, merci pour ces réponses. Je voulais mentionner aussi quelque chose parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais on a fait une annonce récemment, que ce soit côté WICID ou côté Omedom, sur un peu une nouveauté pour WICID et une modification finalement aussi de la collecte. C'est que donc on a mis en place une offre dans laquelle en fait, si vous souscrivez à cette levée de fonds Omedom qui est en cours sur WICID et que vous devenez finalement actionnaire de la société, vous aurez droit à un tarif préférentiel sur l'abonnement du logiciel avec 52% de réduction. Donc 45 € au lieu de 95, ce qui permet, si vous êtes utilisateur, si c'est une solution qui vous parle et que vous êtes utilisateur, de pouvoir à la fois bénéficier d'une offre sur le logiciel et en même temps d'être en partie propriétaire de la solution. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore fait sur WICID et qui est selon moi assez porteur de valeur pour les futurs investisseurs. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Est-ce que Héloïse, Colline, Chloé, vous avez quelque chose à rajouter et à dire aux WICIDers? Oui, moi j'ai besoin de savoir quelles sont finalement l'appétence pour ce projet. Qu'est-ce qui a retenu votre attention en premier lieu? Quel type d'usage vous voyez en premier lieu également? Parce que comme je vous dis, il y en a 3, mais j'ai besoin encore de savoir quel est le plus douloureux en fait.
Voilà, c'est ça. C'est juste ça. J'ai besoin de savoir qui nous rejoint pour pouvoir aussi demander de l'expertise, en fait. Dans tous les investisseurs qu'on a eus, je les sollicite régulièrement parce qu'ils ont des profils voilà, soit CGP, soit bancaire, etc. Et donc, c'est vrai que je pose vachement de questions aux investisseurs pour trancher plus rapidement des points de doute. Donc, voilà, c'est aussi préciser ça. Ok, super. Merci beaucoup pour la présentation et la démonstration aussi. Ça fait plaisir de pouvoir faire une démonstration de produit aussi en live. En tout cas, je rappelle à tout le monde, du coup, pour ceux qui nous regardent encore jusqu'à maintenant et pour ceux qui regarderaient en replay, que la collecte, du coup, pour le projet Omedom est toujours disponible sur la plateforme jusqu'à fin avril et que vous pouvez, du coup, investir dans cette startup, dans ce SaaS, venir soutenir Héloïse, Colline et Chloé dans leur mission. Et que vous pouvez aller sur la plateforme, le projet est toujours disponible. Et puis n'hésitez Merci. pas à tester la solution si vous, si vous le souhaitez. Et à nous aussi. contacter en off également. On répondra Bien sûr. toujours présent. Bien sûr, voilà. Et si vous avez des questions, elles y répondent aussi toujours très rapidement sur la fiche projet, donc n'hésitez pas. On essaye. Merci. On est aux aguets. Oui. Merci à toutes, merci à vous merci à vous tous. Voilà, qui ont regardé jusqu'à maintenant et ceux qui le regarderont en replay. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.